Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles encore au programme de Thiaroye TV International. Bienvenue à ce 5e numéro de votre émission éducative qu'on appelle Le Temps de Philosophie. Comme j'ai l'habitude de le dire, cette émission a pour objectif fondamental de satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves de terminale ainsi qu'aux amoureux de la sagesse et tous ceux qui voudraient en tout cas comprendre les tenants et les aboutissants de la réflexion philosophique, tous ceux qui voudraient comprendre les concepts de la philosophie. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème toujours dans la perspective de faire comprendre aux élèves le domaine 1, communément appelé l'introduction à la philosophie. Nous allons nous intéresser sur un thème fondamental et intéressant qui est la métaphysique. Lorsqu'il s'agit de réfléchir sur la métaphysique, les questions fondamentales et essentielles auxquelles nous sommes confrontés sont les suivantes. D'où vient la métaphysique, c'est-à-dire l'étymologie du mot de métaphysique? Qu'est-ce que la métaphysique? La métaphysique est-elle capable de produire une connaissance certaine et fiable? Autrement dit, la métaphysique est-elle accessible à la connaissance? Si vous voulez, l'âge d'or de la métaphysique, si je peux m'exprimer ainsi, les critiques qui ont été adressées à la métaphysique, ou bien est-ce que la métaphysique, elle est capable en tout cas de permettre à l'homme de comprendre le sens de son existence et de donner un sens à sa vie? Alors, de prime abord, il faut comprendre que le mot métaphysique vient du grec ta physica, ce qui signifie au-delà de la physique. Permettez-moi d'abord de préciser que le mot métaphysique a été utilisé pour la première fois au Moyen Âge par un éditeur d'Aristote qui s'appelle Andronikos d'Orodes. Ce dernier, dans la perspective de classer, de ranger les œuvres d'Aristote, a divisé, en tout cas a rangé, a classé les œuvres d'Aristote en deux catégories. Les écrits qui s'intéressaient sur les choses physiques, il les appelait les choses qui sont tangibles, perceptibles par les organes de sens, et les autres qui sont au-delà du monde sensible, il les appelle les écrits, en tout cas, qui sont suprasensibles, les écrits métaphysiques. De ce point de vue, on comprend que la métaphysique, c'est une science rationnelle dont le but fondamental consiste à réfléchir sur les choses qui sont au-delà de la physique, comme Dieu, l'âme, le destin, l'homme, le monde, le paradis, l'enfer. Donc dans ce sens, on comprend que la métaphysique s'efforce de comprendre ou bien de comprendre les choses qui sont au-delà de la physique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre le philosophe grec, en l'occurrence Platon, qui, dans la perspective de nous faire savoir qu'il y a deux mondes, le philosophe grec Platon évoque ce qu'on appelle la fameuse allégorie de la caverne. Dans cette allégorie de la caverne, le philosophe grec Platon semble évoquer ce qu'on appelle deux réalités différentes, deux réalités distinctes que sont le monde sensible et le monde intelligible. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Platon nous fait savoir que dans la caverne, il y avait des prisonniers qui étaient enchaînés et qui n'avaient pas la possibilité de contempler la vraie lumière qui projette d'or. Maintenant, un de ces prisonniers va s'efforcer de se débarrasser des chaînes pour enlever les chaînes et quitter la caverne pour aller contempler la vraie lumière qui projette d'or. Platon nous fait savoir que le prisonnier qui a fait l'effort d'enlever les chaînes, de se débarrasser des chaînes pour aller contempler la vraie lumière qui projette d'or, symbolise le philosophe. La sortie que le prisonnier a faite pour aller voir la vraie réalité qui reflète d'or, Platon l'appelle le mouvement ascendant ou la dialectique ascendante. Les autres prisonniers qui sont restés dans la caverne et qui n'ont pas fait un effort intellectuel de se débarrasser des chaînes, Platon les appelle les hommes du sens commun, si vous voulez, les non-philosophes. La caverne, quant à elle, elle symbolise le monde sensible. Conclusion. À travers cette fameuse allégorie de la caverne, Platon a voulu nous faire savoir que le philosophe se distingue fondamentalement de l'homme du sens commun. Parce que là où l'homme du sens commun a un esprit piégé par les apparences, là où l'homme du sens commun ne se contente que de regarder, de consommer, si je peux m'exprimer ainsi, ce qu'il voit avec les yeux physiques, le philosophe, quant à lui, s'efforce d'aller au-delà du monde sensible pour contempler, pour chercher la vérité dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous pouvons comprendre Platon lorsqu'il déclare clairement que philosopher, c'est apprendre à mourir. Quand Platon nous fait savoir que la philosophie est un apprentissage à la mort, il met l'accent sur le caractère, en tout cas dubitatif, sur le caractère critique, sur le caractère métaphysique. On comprend dans ce sens que la métaphysique permet à l'homme de parvenir à la connaissance, la métaphysique permet à l'homme d'accéder à la vérité. Dans la même perspective de montrer que la métaphysique est une pensée rationnelle qui permet à l'homme de parvenir à la vérité, on pourrait évoquer la fameuse, en tout cas, citation de René Descartes, le cogito ergo sum, c'est-à-dire la fameuse formule. Le père de la philosophie moderne, en l'occurrence René Descartes, après avoir exercé l'exercice du doute méthodique,
Descartes a tiré la conséquence selon laquelle l'homme est une substance pensante. Quand Descartes nous fait savoir que l'homme est une substance pensante, c'est parce qu'au préalable, Descartes il a exercé le doute méthodique. Descartes il a exercé le doute métaphysique. Descartes il a fait ce qu'on appelle une introspection. Dans cette perspective, on comprend que la métaphysique elle est capable de produire de la connaissance fiable, crédible et certaine. Cause pour laquelle Descartes semble évoquer des vérités qui lui semblent incontestables et indubitables. Le cogito ergo sum, Dieu existe, l'homme est une substance pensante. Toutes ces formes de vérité ont été révélées apparemment par la métaphysique. Donc on comprend dans ce sens que la métaphysique est une notion fondamentale dans la vie de l'homme. Même si nous vivons dans une époque marquée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, même si nous vivons dans une époque, dans une société caractérisée, marquée par le mercantilisme et le pragmatisme, l'homme ne peut pas se démarquer totalement de la métaphysique. Pourquoi? Parce que l'homme est par essence un être doué de raison. L'homme est par nature un être qui aspire à éclairer son existence et à donner un sens à sa vie. Et la meilleure solution qui lui soit capable de permettre d'accéder à la vérité, c'est sans doute que l'être humain fasse recours à la métaphysique. De ce point de vue, on pourrait dire que l'homme est un animal métaphysique, dans la mesure où il s'efforce de donner un sens à sa vie et de comprendre le pourquoi du monde, le pourquoi du cosmos, le pourquoi le monde a été créé et pourquoi il est venu sur Terre pour vivre. Dans ce sens, on comprend que la métaphysique s'efforce de comprendre à ces différentes séries de questions. Toutefois, il faut noter que la métaphysique a été remise en cause, a été contestée par certains philosophes, en l'occurrence les philosophes du soupçon, à savoir Karl Marx, Sigmund Freud et Nietzsche. Aux yeux de ces derniers, la métaphysique a été inventée par les philosophes idéalistes pour détourner la conscience des hommes. La métaphysique a été inventée pour soulager les hommes de leur misère quotidienne. De ce point de vue, Karl Marx ou bien Nietzsche, Friedrich Nietzsche pense que la métaphysique elle est faite pour les vaincus entre guillemets. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous pouvons comprendre Nietzsche lorsqu'il déclare clairement que soyez fidèles à la terre, l'au-delà n'existe pas. Donc Nietzsche, Karl Marx et Sigmund Freud semblent être des détracteurs des opposants de la métaphysique. Dans le même ordre d'idée de montrer que la métaphysique semble être disqualifiée, discréditée, rejetée ou bien reléguée au second plan par certains penseurs, on peut sans doute évoquer la position des empiristes. Parce que l'empirisme, c'est une doctrine philosophique qui soutient la thèse selon laquelle aucune connaissance n'est possible en dehors de l'expérience sensible. De ce point de vue, on comprend que les philosophes empiristes, en l'occurrence David Hume, semblent contester, semblent remettre en cause la crédibilité ou bien la véracité de la métaphysique. Dans cette perspective, on peut dire que la métaphysique, c'est une perte de temps. On peut dire que la métaphysique nous éloigne de la réalité. Or, a priori, il y a des urgences qui sont là, qui doivent être résolues, qui doivent être réglées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous pouvons comprendre les scientistes qui pensent que l'activité métaphysique ou bien l'activité et la réflexion métaphysique, au lieu de s'intéresser sur les choses qui sont concrètes, mais elle passe tout son temps à s'exiler, à remettre en cause ou bien à s'efforcer de comprendre les choses qui sont au-delà de la physique. Alors que les urgences sont là, alors qu'il y a des problèmes qui doivent être réglés. Dans cette perspective, on a souvent tendance à reléguer au second plan la réflexion métaphysique en la considérant comme une activité inutile, démodée, dépassée, archaïque et anachronique. C'est dans cette perspective d'ailleurs qu'on peut reléguer au second plan l'utilité de la métaphysique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on peut comprendre que la métaphysique n'a pas toujours été appréciée de manière positive pour certains penseurs. Je pense que cette partie a été très claire. Maintenant, j'en viens aux questions qui m'ont été posées lors de l'émission précédente. La première question qui m'a été posée est de savoir pourquoi le sens commun affirme que les philosophes sont des êtres bizarres et dont leurs fréquentations ne sont pas souhaitables. De prime abord, il faut comprendre que les relations entre le philosophe et le sens commun ont souvent été des relations heurtées, des relations antinomiques et des relations opposées. Pourquoi ? Parce que l'homme du sens commun a un esprit piégé par les apparences. L'homme du sens commun, il a une perception, il a une vision négative et une vision péjorative sur la philosophie. Parce qu'aux yeux de l'homme du sens commun, la philosophie, c'est une perte de temps. Aux yeux de l'homme du sens commun, la philosophie est une activité inutile, démodée, dépassée, en tout cas qui ne parvient pas à prendre en charge concrètement les préoccupations et les aspirations matérielles de l'humanité. Dans cette perspective, le philosophe apparaît comme un fou, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, comme un promeneur solitaire qui passe tout son temps à comprendre les choses qui sont au-delà de la physique, qui passe tout son temps à rêver, qui n'apporte pas de solutions concrètes aux préoccupations et aux problèmes, en tout cas qui hantent l'humanité. Dans ce sens, on peut dire qu'aux yeux de l'homme des sens communs, la philosophie non seulement c'est une perte de temps, mais également la philosophie pourrait être perçue comme une activité dangereuse. Elle est dangereuse, pourquoi ? Parce que l'activité philosophique semble nous éloigner de la foi. Elle est dangereuse, pourquoi ?
Parce qu'on a vu que l'histoire de la philosophie est souvent jalonnée de critiques, de contestations acerbes à l'endroit de la religion, à l'endroit de la sacralité. Dans cette perspective, je pourrais évoquer deux exemples pertinents qui pourraient évoquer le caractère dangereux de la philosophie. En effet, si Socrate a été incompris par la cité grecque, si Socrate a été accusé de corrompre la jeunesse grecque, c'est parce que Socrate était considéré, était perçu aux yeux des Grecs comme un être dangereux qui passait tout son temps à ne pas respecter les lois qu'on a établies dans la société grecque. S'il en est ainsi, Socrate, comme nous le savons, il a été accusé de corrompre la jeunesse et d'inventer de nouveaux dieux dans la cité grecque et de ne pas croire aux dieux de la cité grecque. Après un procès, Socrate a été invité à boire la ciguë. C'est ainsi que Socrate a rendu l'âme, c'est ainsi que Socrate est mort. Deuxième exemple pour montrer que le philosophe est souvent incompris. On pourrait évoquer l'exemple de Galilée, lui qui disait que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui se meut autour du soleil. Ces deux exemples montrent que souvent le philosophe il est incompris par ses congénères. Le philosophe souvent il est incompris par ses semblables. Quand Galilée a lancé cette affirmation, il a été incompris par l'église de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Galilée a été sanctionné de manière vive, il a été brûlé vif. Dans ce sens, on comprend que la réflexion philosophique ou bien le philosophe est souvent incompris par l'homme des sens communs. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous pouvons comprendre Calliclès, lui qui disait que la philosophie est dangereuse parce qu'elle nous détourne des tâches mondaines. Aux yeux de Calliclès, le sophiste, qui était un redoutable adversaire de Socrate, l'activité philosophique ne mérite pas d'être pratiquée. La philosophie ne mérite pas d'être apprise. Pourquoi? Parce que les philosophes sont considérés comme des perturbateurs, les philosophes sont considérés comme des déviants et des marginaux. Deuxième question, la philosophie est-elle une discipline libérale ou une discipline utilitaire? Dans un premier temps, on pourrait dire que la philosophie elle est une discipline libérale. Elle est une discipline libérale parce que l'activité philosophique, il faut admettre qu'elle est capable de libérer l'homme des opinions communes. Elle est une discipline libérale parce que la philosophie nous libère du fanatisme. Elle est une discipline libérale parce que la philosophie nous libère du dogmatisme. Elle est une discipline libérale parce que la philosophie nous libère des préjugés, des illusions et des fausses certitudes. Conscient de cela, Vladimir Jankélévitch affirme, je cite, philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Aux yeux de Vladimir Jankélévitch, nous vivons dans un monde caractérisé par des traditions, par des vérités communes, par des préjugés et par des opinions communes. Alors, toutes ces opinions communes, tous ces préjugés, toutes ces vérités véhiculées de manière irrationnelle doivent être contestées par le philosophe. S'il en est ainsi, on peut dire que la philosophie elle est une activité libérale. Mais également la philosophie elle est une discipline utilitaire. Elle est utilitaire dans la mesure où elle permet à l'homme de combattre l'ignorance. Elle est utilitaire dans la mesure où elle permet à l'homme de faire reculer les frontières de l'ignorance. Elle est utilitaire dans la mesure où elle pousse l'homme à aller à la conquête de la vérité pour essayer de compenser, pour pallier son ignorance. Conscient de son utilité, le père de la philosophie moderne, en l'occurrence René Descartes, écrit dans son ouvrage intitulé Les principes de la philosophie, je cite, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Lorsque Descartes nous fait savoir que c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher, c'est parce que Descartes met l'accent sur le caractère important de la philosophie. Disons que, selon Descartes, la philosophie elle est omniprésente dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre sans la philosophie. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour penser, il est fait pour cogiter, il est fait pour donner un sens à sa vie. Et la même discipline qui soit capable de donner à l'homme un sens à sa vie, c'est sans doute la réflexion philosophique. C'est pour cela d'ailleurs que nous pouvons comprendre John Mowell lorsqu'il déclare clairement que si le monde a besoin de la philosophie, c'est parce qu'il y a un manque dans la culture humaine, de l'inhumain dans l'humain, de l'irréalité dans la réalité. De ce point de vue, on comprend que la philosophie elle est inhérente, mieux encore, elle est incontournable dans la vie de l'homme. Troisième et quatrième question. Pourquoi les sceptiques estiment qu'il est impossible de connaître la vérité et préconisent-ils ce qu'on appelle la suspension définitive du jugement? D'emblée, il faut comprendre que le scepticisme est une doctrine philosophique qui a été initiée par Pyrrhon d'Élis. Aux yeux des sceptiques, l'esprit humain, la conscience humaine, la raison humaine, elle est limitée et bornée. Si ces sceptiques pensent que la raison humaine elle est limitée et bornée, c'est parce qu'ils estiment que l'homme, étant un être limité et borné, est incapable de parvenir à la vérité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, selon les sceptiques, il est préférable de faire une suspension définitive de notre jugement. Pourquoi? Parce que la quête de la vérité à laquelle l'homme cherche, la vérité dont l'homme cherche, il ne peut pas la trouver. Cette vérité, elle est inaccessible, elle est introuvable. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre les sceptiques lorsqu'ils suggèrent, lorsqu'ils préconisent de faire une suspension définitive de notre jugement. D'où leur credo. Nos opinions ne sont ni vraies,
ni fausse. Donc on comprend dans ce sens que selon les sceptiques, la suspension du jugement doit être définitive. Pourquoi? Parce que le doute doit être illimité, excusez-moi. Le doute doit être perpétuel, le doute doit être incessant, le doute doit être permanent. Pourquoi? Parce que l'esprit humain est incapable de parvenir à la vérité. Cette conception des sceptiques a été battue en brèche, en tout cas a été réfutée, a été contestée par René Descartes. Parce qu'aux yeux de René Descartes, philosopher, c'est certes douter. Mais le doute doit être méthodique, le doute doit être provisoire, qui nous permettrait d'accéder à la vérité. Conscient de cela, Descartes va s'efforcer d'émettre des vérités que sont Dieu existe, l'homme est une substance pensante, je pense, donc je suis. Donc Descartes, après avoir exercé le doute méthodique, a tiré la conséquence selon laquelle philosopher, c'est certes douter, mais le doute méthodique nous permet d'accéder à la vérité, contrairement au doute sceptique. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro de votre émission éducative, Le Temps de Philosopher. Merci beaucoup. Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.